Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour. Nous enregistrons cette interview dans vos locaux de Bercy. Nous sommes lundi matin. Elle sera diffusée en ouverture du colloque EFF de la GFI. Toute la journée, les participants à ce colloque vont travailler sur les questions financières, budgétaires, monétaires, un sujet vaste, complexe. Et il est évidemment utile d'avoir votre cadrage macroéconomique pour démarrer cette journée. Comment est-ce que vous voyez le bouclage de l'année 2022 ? L'année 2022 devrait se terminer bien. On a une croissance qui est solide, 2,7, des créations d'emplois qui sont dynamiques, un investissement des entreprises qui reste dynamique. Après, dans les mois à venir, nous avons un seul sujet, c'est celui de l'inflation. Et derrière l'inflation, les prix de l'énergie. Et je sais que pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui, c'est la question numéro 1. Quand est-ce qu'il faut signer nos contrats énergétiques ? À quel prix ? Pour combien de temps ? C'est ces réponses, ces questions auxquelles nous voulons apporter dans les jours qui viennent des réponses très précises. Jusqu'à présent, le gouvernement a apporté une réponse qui était plutôt de l'ordre du bouclier tarifaire. Est-ce que ça peut continuer ? Il faut des mesures d'aide, bien entendu, pour les entreprises qui sont les plus pénalisées, celles qui sont exposées à la concurrence internationale, qui voient leur prix augmenter de x5, x10. Il faut évidemment protéger ces entreprises. L'autre partie de la réponse, c'est faire baisser les prix. C'est la bataille que nous menons avec le président de la République depuis maintenant 1 an pour déconnecter le prix du gaz du prix de l'électricité. Il n'y a aucune raison, quand le prix du gaz flambe à cause de la guerre en Ukraine, que le prix de l'électricité flambe lui aussi. Et puis la troisième série de réponses, c'est la sobriété énergétique, réduire sa consommation et l'augmentation de la production nationale, remettre EDF sur de bons rails. Les Allemands ont annoncé, de façon un peu surprenante d'ailleurs, en tout cas sans concertation semble-t-il, une sorte de bouclier tarifaire pour leur industrie, leurs entreprises, et ont avancé un chiffre de 200 milliards d'euros, chiffre absolument considérable, en tout cas par rapport à ce que nous avons fait, nous, la France, et qui perturbe pas mal en Europe. Est-ce que les Allemands ont fait une faute en matière de gestion communautaire de l'économie ? En tout cas, je crois qu'il faut que nous répondions à la crise inflationniste exactement avec la même méthode qui nous a réussi, avec laquelle nous avons répondu à la crise du Covid. Coordination et solidarité. Coordination, ça veut dire que personne ne prend de décision sans en avoir parlé aux autres partenaires européens, en particulier aux partenaires de la zone euro, pour éviter un impact sur les marchés, sur les taux d'intérêt et des surréactions. Et puis solidarité, parce que je pense que nous aurons besoin d'un mécanisme européen de solidarité énergétique. Exactement comme nous avons eu un mécanisme européen de solidarité face au Covid. C'est la seule façon de sortir sur le long terme de cette crise énergétique sans trop de dégâts sur notre économie, sur notre industrie. Et donc, disiez-vous, concertation, solidarité, ni l'un ni l'autre n'ont été respectés par les Allemands, c'est une faute ? Je ne vais pas commencer à jeter l'opprobre sur quelques membres de la zone euro que ce soit. Je veux simplement dire que quand il y a des annonces aussi importantes, c'est bien d'avoir de la coordination et c'est bien surtout de respecter ce qu'on appelle en bon français le level playing field. C'est-à-dire l'équité entre les partenaires européens. Et que nous fassions aussi très attention à ne pas rentrer dans une espèce de course à l'échalote où chaque État membre, à chaque fois, annoncerait des sommes de plus en plus importantes. Parce que quel est le risque sinon ? Le risque, au bout du compte, c'est la fragmentation de la zone euro. Tout le monde ne pourra pas suivre, tout le monde ne va pas se trouver dans une situation budgétaire qui lui permettra de suivre financièrement. Et donc cela fait courir non seulement un risque économique pour nos entreprises, mais aussi un risque financier pour la zone euro. Donc moi j'appelle à plus de coordination et plus de solidarité. Je suis convaincu que nous y parviendrons. Vous disiez pour 2023 un seul sujet, l'inflation. Nous allons au cours de la journée travailler sur d'autres thèmes qui sont, de mon point de vue en tout cas, tout aussi importants, et je pense en particulier à la dette. La première table ronde qui va suivre immédiatement votre intervention s'intéressera à la question de savoir comment est-ce qu'on poursuit les investissements tout en essayant de maîtriser la dette. Comment est-ce qu'on fait ? D'abord, les deux sujets sont liés. C'est-à-dire quand vous avez une inflation forte... Taux d'intérêt, bien sûr. Voilà, ça a un impact sur les taux d'intérêt. Et puis vous avez un stock de dette qui est libellé, qui dépend du niveau de l'inflation. Donc quand l'inflation augmente, le remboursement de la dette augmente lui aussi. Après, je pense que la clé, une clé simple quand on la pose comme ça, qui est plus compliquée quand on la met en pratique, c'est de bien distinguer dépenses d'investissement et dépenses de fonctionnement. Autant je crois qu'on peut réduire les dépenses de fonctionnement, nous le faisons d'ailleurs dans ce ministère de l'économie et des finances, qui est le seul à continuer à réduire ses effectifs, donc nous donnons l'exemple, autant je suis convaincu que nous avons des besoins en dépenses d'investissement qui sont considérables pour la sécurité et pour le climat. Je pense que ces deux priorités-là
exige que nous dépensions plus. Il y a la guerre en Ukraine, il faut renforcer nos moyens de sécurité. Et la transition climatique n'attend pas. Donc il faut réaliser de nouvelles infrastructures, réaliser de nouveaux investissements dans la production énergétique. Tout cela, évidemment, a un coût. Un peu plus tard dans la matinée, nous allons parler des politiques non conventionnelles. Ce qui s'est passé en Grande-Bretagne est pour le moins non conventionnel. L'annonce par la première ministre Liz Truss d'une baisse massive et très ciblée des impôts, très ciblée sur les classes moyennes supérieures. C'est assez peu conventionnel, disais-je, et vous avez dit que c'était un désastre. Il n'y a pas de place pour une politique non conventionnelle? Il y a de la place pour des politiques non conventionnelles. On l'a fait pendant la crise du Covid. Ce n'était pas conventionnel du tout de mettre en place le quoi qu'il en coûte. Je pense qu'il y a une place pour une politique non conventionnelle face à la flambée des prix d'énergie, notamment avec un mécanisme européen de solidarité énergétique. Mais il ne faut pas confondre le non conventionnel et le hasardeux. Quand on prend des décisions trop brutales, qui n'ont pas forcément de rationnel économique, qui ne répondent pas à une situation donnée. Là, aujourd'hui, la situation à laquelle il faut répondre, c'est l'inflation et la flambée des prix d'énergie. Les marchés ne comprennent pas, ils réagissent, et vos taux d'intérêt explosent et ils sanctionnent. C'est évidemment ce que nous voulons éviter quand vous regardez la politique économique de la France depuis maintenant près de 6 ans, que nous avons conduite avec le président de la République. Nous avons fait preuve de beaucoup de constance, politique de l'offre, soutien aux entreprises. Nous avons ajusté quand il fallait, quoi qu'il en coûte pendant le Covid, et bouclier pour faire face à l'inflation. Mais les fondamentaux sont maintenus, rétablissement des finances publiques, réduction de la dette, réduction des dépenses inutiles, de façon à ce que nous continuions à avoir la confiance de nos partenaires européens et des marchés. Je le disais, en Grande-Bretagne, ce qui a provoqué la crise la semaine dernière, et depuis une dizaine de jours, c'est l'annonce d'une très forte baisse d'impôts. En France, vous voulez continuer à baisser les impôts, c'est compliqué. Le débat qui s'ouvre ces jours-ci, et à partir de lundi prochain, un débat budgétaire à l'Assemblée, montrera que sur certains points, la baisse des impôts n'est pas encore une évidence, y compris au sein de la majorité. Je pense en particulier à la CVAE, la baisse d'une partie des impôts de production sur les entreprises. Vous tiendrez? Oui, je tiendrai. Je tiendrai tout simplement parce que je pense que c'est le bon équilibre. On nous dit qu'il faut rétablir les finances publiques. Bien entendu, je suis le garant de la bonne tenue des finances publiques. Donc j'ai expliqué, y compris aux entreprises, que nous ne pouvions pas faire en une seule fois les 8 milliards d'euros de baisse d'impôts. On les fera en 2 fois. Responsabilité budgétaire. Mais de l'autre, je suis un ardent défenseur et acteur de la reconquête industrielle. Je suis aussi ministre de la souveraineté industrielle. C'était l'intuition du président de la République, elle est essentielle. Et on ne peut pas m'expliquer qu'on va faire revenir des usines en augmentant les taxes, en augmentant les impôts. On ne peut pas m'expliquer qu'on va réindustrialiser le pays en gardant des impôts de production qui sont encore 4 ou 5 fois plus élevés que ceux de nos principaux partenaires européens. Il faut faire des choix, ça s'appelle la politique, et je considère que baisser les impôts de production, c'est une des conditions pour réindustrialiser la France. Et si certains de la majorité ne suivent pas? Je suis très confiant sur la majorité. Je vois une vraie unité. C'est normal qu'il y ait un débat. Certains vont nous dire qu'il faut le faire en 3 fois, certains vont nous dire qu'il faut le reporter à plus tard. Donc il faut argumenter, il faut expliquer. Vous savez, il n'y a pas de vérité d'autorité, il y a des vérités de conviction. Et comme je suis fortement, fermement, profondément convaincu que la réindustrialisation de la France est non seulement un sujet de puissance économique, mais aussi un sujet culturel. Dans un pays qui a toujours été une grande nation industrielle, laisser son industrie disparaître et avoir accepté cette hémorragie d'emplois industriels, c'est tout simplement révoltant. Donc la reconquête industrielle a un prix. Ce prix, c'est notamment l'attractivité fiscale et la compétitivité fiscale du modèle français. On parlera aussi dans la journée de finances durables. C'est un sujet qui, évidemment, est au cœur de beaucoup de réflexions. Est-ce que la position européenne, qui est très exigeante sur le plan de la taxonomie, en tout cas très exigeante par rapport aux standards américains, est-ce que ce n'est pas une position qui affaiblit la finance européenne? Non, je pense que la finance européenne est bien placée. Et dans la finance européenne, la finance française est la mieux placée. Nous avons des banques, comme on dit, systémiques. Oui. C'est une des singularités françaises. Moi, je me souviens d'un temps où on disait la finance c'est l'ennemi. Autant dire les banques françaises c'est l'ennemi, donc nos succursales dans les territoires sont nos ennemis. Non, je crois exactement le contraire. Nous avons, parmi les grands atouts stratégiques économiques de la France, une industrie financière puissante. Mais ça lui donne une responsabilité encore plus grande pour accélérer sur la taxonomie et avoir les critères les plus exigeants même si en matière... ça coûte en matière de
De financement de l'économie, par exemple. Oui, mais je préfère des critères exigeants qui permettent d'accélérer sur la transition climatique à du greenwashing. Parce que je pense qu'on perd très vite la confiance des investisseurs et, plus important, de l'opinion publique. Nous devons rien céder sur l'exigence de nos critères environnementaux en matière de financement de la transition climatique. Il n'y a pas un sujet de compétition avec la zone US? Il y a un vrai sujet de compétition, bien entendu. Et je peux vous dire que c'est un débat, y compris d'ailleurs avec mon homologue américaine, c'est des débats que nous avons souvent. Mais nous devons imposer nos normes. Chacun sait bien que c'est un des enjeux fondamentaux dans le domaine industriel comme dans le domaine financier. Ce sont les normes européennes qui doivent s'imposer comme les meilleurs standards environnementaux de la planète. Et effectivement, il y a un combat amical. Pour l'instant, nous ne sommes pas suivis pour l'instant. Hein. Non, c'est un combat qui est difficile. Nos partenaires britanniques se sont beaucoup opposés à ces normes européennes. Donc c'est à nous, Européens, d'affirmer nos exigences, d'expliquer pourquoi nous avons ce niveau-là d'exigence et faire en sorte que ce standard devienne le standard mondial. Merci beaucoup, Bruno Le Maire. Merci beaucoup, Nicolas Batiou.